Notre prochain orateur est un des plus connus probablement des enfants du pays. Il est né à Peseux. Je crois savoir, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, qu'il passait une partie de ses étés à Cudrefin. Donc vous parlez d'un enfant du pays. Même s'il a eu le mauvais goût, mais personne n'est parfait, de fonder son entreprise en terre vaudoise. Cet enfant du pays, c'est Daniel Borel. Son entreprise, c'est Logitech. Et Logitech, c'est ça. Enfin, ça devrait être ça. Office, home. England are in. The whole struggling and Postman Pat and Où est-il? Je vous invite à me rejoindre. Je vous disais, vous êtes un peu l'orateur rêvé pour attaquer, non, puisqu'on l'a déjà attaqué, mais pour poursuivre ce forum, puisque vous avez les deux pieds ancrés dans une réalité neuchâteloise, et en même temps, vous avez vécu cette révolution informatique au sens large depuis 35 ans, on l'a vu, là où ça se passe, c'est-à-dire jusque dans la Silicon Valley. Absolument, là, il faut que je prenne mon micro, je crois, parce que là... Absolument, et quand je vois Peseux, c'est beaucoup de souvenirs, parce que finalement, c'est vrai que je suis né à Neuchâtel, à l'Évole, comme vous aviez dit, personne n'est parfait. J'ai ensuite déménagé à Peseux, pas très loin, où mon grand-père avait créé en 1927, c'est-à-dire là qu'on a découvert Cudrefin, la Grande Carissée, ce chalet que je chéris, si jamais les gens qui veulent nous éjecter entendent ce petit message qui nous écoute. Ensuite, eh bien, ça c'est fait. De Peseux, malheureusement, mes parents sont divorcés, donc j'ai passé à l'âge très jeune. C'est pour ça, pour répondre à votre question, j'ai été du côté de Lausanne. J'ai fait l'EPFL, et puis ensuite, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une bourse du Fonds national de la recherche scientifique, d'aller à Stanford, et c'est là que ma vie professionnelle a débuté. Je célèbre d'ailleurs cette année les 40 ans de San Francisco et de la Silicon Valley, qui, je tiens à le préciser, ne sont pas les États-Unis, puisqu'ils votent contre Trump. Et j'ai découvert l'excitement de la vallée, ce monde passionné et passionnant. Et puis, effectivement, ensuite, je suis parti dans le monde parce qu'il fallait survivre, fabriquer pour les Apple et autres. Taïwan d'abord en 86, ensuite la Chine en 92, je crois. Avant tout le monde, on a fait une société chinoise qui était purement la nôtre et non pas un joint venture, avant de revenir ici aujourd'hui à Neuchâtel. Mes racines, comme vous l'avez dit, et ce qui n'est pas marqué dans Wikipédia si vous cherchez. Effectivement, vers 12 ans, j'ai ma première petite amie, j'en parlerai pas plus que ma femme est ici, à Auvergnat. Ensuite, j'ai eu l'occasion, comme beaucoup de jeunes à l'époque, de faire la fête des vendanges et de vendre le programme officiel de la fête des vendanges après avoir fait la cueillette du raisin à Cortaillot. Et puis voilà, et ensuite, je suis entré dans ce monde qui est effectivement brutal, comme vous l'avez vu, ou brutal, ou en tout cas rapide, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo qui s'est passée tout à l'heure. Un temps qui nous dit à tous que c'est un moment d'urgence. Et puis, c'est vrai que dans ce monde qui bouge très rapidement,
Il faut savoir anticiper. Il faut faire partie de la solution et non pas du problème. Et comme on dit chez nous, success needs no explanation, but failure allows none. Le succès n'a besoin d'aucune explication. Par contre, l'échec en permet aucune. Et ça me permet de dire qu'effectivement, je parle souvent quelques mots d'anglais, mais comme mon anglais est comme le français, vous n'aurez aucun problème à me comprendre. Alors voilà, j'ai préparé quelques slides rapidement, puisqu'on va me couper dans quelques minutes, donc je vais essayer d'aller rapidement. Survivre, en fait, il n'y a pas une faute d'orthographe. En anglais, on dit survive. Effectivement, c'est un métier dans lequel je suis, une industrie qui est brutale, qui est sanglante, qui est saignante, qui est concurrentielle, qui est globale. C'est faire de la voile par force 6. Pour ceux qui font de la voile, ils savent ce que ça veut dire. On tombe parfois dans l'eau, mais c'est passionnant. Et effectivement, survivre 35 ans, c'est peut-être une chose dont j'avais jamais rêvé, mais ça, c'est arrivé. Et nous l'avons bien célébré. Alors, dans ce monde qui bouge rapidement, effectivement, on parle de la révolution industrie 4. Moi, ce que j'appellerais, c'est passer du smartphone au smart factory, avec tout ce qui est automatisation, ce qui est le cloud computing, ce qui est la connexion, etc. Et c'est intéressant de voir aussi que les nouvelles voitures qui vont sortir, comme par exemple la Tesla, je sais que certains d'entre vous sont en train d'en acheter ou d'en acheter une, c'est qu'effectivement, c'est peut-être la seule voiture qui, chaque année, a plus de valeur que l'année d'avant, parce que tous les soirs, on download un nouveau software, des nouvelles fonctionnalités, et ça nous dit vers quoi on va. J'aimerais partager avec vous 5 points rapidement, de choses éventuellement à retenir. La première, c'est on a le droit d'être excited, d'être content, d'être heureux, pour autant qu'on soit prêt à embrasser ou embraser la culture du changement. Effectivement, il n'y a qu'une constante dans le monde, comme on le sait, c'est le changement. Alors ceux qui sont prêts à suivre et anticiper seront heureux, les autres peut-être beaucoup moins. Et effectivement, la troisième révolution industrielle, dont souvent on l'associe au PC, au monde digital qui est apparu, lui déjà a évolué très rapidement. Et ceux qui n'ont pas réussi à anticiper, à suivre, eh bien, ont disparu. C'est brutal, c'est un monde brutal. Et c'est vrai que quand on pense à des gens sans aucune... Je n'ai rien contre ces gens-là, mais enfin, c'est vrai que c'était intéressant de voir des gens comme Nokia, il n'y a pas très longtemps, qui est numéro 1, qui ont complètement disparu, n'ayant pas réussi à s'intégrer et à s'adapter. Mais même des gens comme Microsoft, si connus soient-ils, ils ont manqué dans un premier temps la révolution Internet et l'Internet. Et peut-être c'est facile à dire après, mais c'est vrai quand il y a quelque chose qui a fait votre succès, qui vous a donné la raison d'être, c'est dur de l'imaginer. Microsoft, Bill Gates avait commencé avec une vision qui était relativement simple, très ambitieuse mais simple, c'est-à-dire un ordinateur personnel dans chaque maison et puis un logiciel Microsoft sur chacun des PC dans chaque maison. Effectivement, quand tout d'un coup on va vers un monde distribué comme l'Internet, eh bien ça ne se passe pas forcément de la même manière et c'est pas bien. Alors, cette quatrième révolution, je l'ai prise pour essayer d'exprimer avec une chaise simple comme ça, parce que même elle va être changée par des senseurs de toutes sortes. Effectivement, la quatrième révolution va tout toucher, tout bouleverser. C'est important de s'y préparer et vite, et je pense qu'on est parfois même en retard. Il est vrai qu'en Suisse, on dit il n'y a pas le feu au lac, on dit hâte-toi lentement. Et moi, je dis il y a urgence. Et donc, il faut arriver à se réinventer. Ah bon ? Se réinvente, voilà. Et se réinventer, ça veut souvent dire oublier parce que les choses ont changé, c'est souvent pas une continuité du passé. Et si on prend par exemple un exemple très simple de think out of the box, penser hors de la boîte, eh bien des gens comme Uber qui ont pris des métiers qui existaient. Alors je parle pas d'Uber et tout ce qu'on en parle et on dit, mais enfin Uber a un avantage, c'est qu'il est fait pour le client, contrairement à d'autres services. Et effectivement, se réinventer, ça veut dire ouvrir l'esprit. Alors malheureusement, comme disent les Chinois, c'est quand on est jeune, on a un esprit large et une taille fine. Malheureusement, avec l'âge, ça change et la population vieillissante, ça va pas forcément nous aider. Le changement des règles permanentes, ce sont des opportunités et des risques, souvent plus des risques que des opportunités. C'est pour ça que c'est les nouveaux venus qui changent les règles du jeu. Si vous pensez que Hilton, par exemple, qui est la plus grande chaîne d'hôtels dans le monde, elle a 800 000 lits, alors que Airbnb, dont on ne connaissait pas l'existence il y a quelques années, en ont 1 200 000. Si on part du principe aussi que IBM, à mon époque, quand j'étais jeune, était tout, que finalement Microsoft et Intel ont réussi à démanteler ce grand monstre, pour finalement se concentrer sur des points qui étaient forts, plutôt que de tout faire de manière verticale. D'ailleurs, ça a aussi affecté les Japonais, qui étaient très bons à faire verticalement, mais pas forcément à se partager les tâches. On a un autre mot, le succès n'est jamais acquis. Et si je vous montre
un chouette slide de Logitech depuis fiscal 13. Pour être très honnête, on aurait dû, mais on n'a pas osé, c'est effectivement le mettre en 2007, parce qu'en 2007, il aurait été plus haut que ce qu'il était aujourd'hui. Effectivement, on a nous aussi passé par des moments difficiles. Ce n'est pas toujours facile de se réinventer, ce n'est pas toujours facile de suivre, mais il faut, si on veut arriver à survivre. Et ça se fait par rapport à des produits. Et dans le cas présent, on a essayé de trouver des produits qui étaient cool. On a oublié pendant une période de faire des produits. On faisait des produits pour des produits, non pas pour des gens, ce qui n'aide jamais grand-chose. La mesure essentielle, c'est la part de marché. La part de marché, c'est ce qui vous dit où vous en êtes. Généralement, les numéros 1 dans le marché font beaucoup d'argent. Les numéros 2 en font un peu. Et les troisièmes perdent de l'argent. Donc, c'est mieux d'être premier que troisième. Mais je pense que le point le plus important qu'on oublie toujours de mentionner, c'est effectivement les gens qui sont absolument essentiels. Dans le monde high-tech, c'est vraiment eux qui méritent la médaille. Sans eux, on ne sait pas quoi faire. Et là, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, quand je vois qu'on nous a rappelé par la SECO au 1er janvier 2016 qu'il fallait pointer, la fameuse machine à pointer que j'avais quittée en 1978 chez Bobst, effectivement, ça me fait peur parce qu'on est dans un monde où on doit motiver les gens. Les gens vivent de passion. Et c'est vrai, quand l'État montre ce genre de règles qui est complètement à l'opposé de la réalité actuelle, ça fait quand même peur. Soit dit en passant, quand vous engagez des gens, j'ai appris une chose, c'est mieux d'engager des gens qui ont de la chance. Alors, on ne sait pas comment définir la chance. Nous, on dit chez nous, better be lucky than smart. C'est mieux d'avoir de la chance que forcément d'être brillant. Et souvent, les gens qui ont de la chance, c'est ceux qui viennent vers vous à la fin de la journée et qui vous expliquent que malgré les grèves, malgré les transports, malgré les problèmes de production, ils ont réussi à délivrer. Alors que les autres, très bien, avec de très bonnes raisons, de très bonnes explications, vous disent que malheureusement, on n'y est pas arrivé. Ce que l'on dit chez nous, c'est win despite versus lose or fail because. Et ça fait toute la différence. Une chose qui est importante aussi, je crois que nous, on a appris, c'est ce que je dis en anglais à nos gens qui souvent sourient, c'est focus, 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 c'est-à-dire soyez sélectifs, soyez concentrés, parce que sinon, s'il n'y a pas de valeur ajoutée dans ce que vous faites, ça ne va pas marcher, ça ne va pas pouvoir le faire. Et je pense que quand je vois maintenant des cantons comme Neuchâtel et d'autres activités, ça ne sert à rien de se protéger, il faut toujours arriver à anticiper dans la vie. En effet, moi j'ai fait des usines à Taïwan, j'en ai fait en Chine, en Irlande, il y en avait une en Suisse. Et peut-être la meilleure chose que j'ai fait, c'est quand ça n'a plus marché en 94, parce que malheureusement le marché avait diminué les prix par 2, ce qui n'est jamais très agréable. J'ai dû fermer l'Irlande avec 170 personnes, j'ai fermé l'Amérique en fabrication 370 personnes. J'ai profité de diminuer Taïwan de 1000 personnes à 500 et d'ouvrir la Chine, ce qui nous a sauvés. Donc le risque et la difficulté, le saignement a été très dur, mais d'un autre côté, on s'est sauvé et ça vaut la peine de savoir exactement ce que l'on peut faire. Et quand la valeur ajoutée n'est plus là, ça ne sert à rien de se battre. On a essayé de définir ce que nous, on voulait faire. C'est le design avec un D majuscule. On aurait dû mettre un grand D là, parce que le design, c'est finalement de créer quelque chose qui est une expérience pour le client, que ce soit d'un point de vue esthétique, que ce soit d'un point de vue technique, technologique dans nos produits. Et ça, c'est ce qui nous a permis de nous retrouver après la dernière crise que nous avons traversée avec des produits où l'expérience, comme il était dit dans la vidéo, est absolument essentielle. Quand j'ai dit tout à l'heure choisir ce que l'on est, eh bien, effectivement, il y a un écosystème autour de nous. Alors, on a décidé d'être des cooks, des chefs et non pas des fermiers. Chacun son métier. Il y a ceux qui font les composants, il y a ceux qui les assemblent, comme le chef. Les mêmes ingrédients ne donnent pas toujours forcément les mêmes produits. Et effectivement, c'est absolument essentiel de bien se concentrer sur ces points forts. Et pour nous, typiquement, c'est pas forcément même pas la technologie. On prend de la technologie, ça peut être la nôtre, ça peut être celle d'extérieur. Souvent, c'est dangereux parce que quand je vois au niveau du XEM, on avait, je vois que Mario lève la tête, mais non, il la lève pas. Eh bien, on avait voulu développer beaucoup trop loin qu'on aurait dû faire des technologies optiques, qui finalement nous a mis en retard parce que souvent nos ingénieurs suisses ont la fameuse idée de non-invented here, ce qui n'est pas inventé chez nous, ça ne peut pas être bien. Alors qu'en fait, pour nous, c'est la technologie qu'on prend, on la met dans une forme de produit qui soit cool, sympa, et on la fabrique en millions et on la distribue à travers le monde. Ça, c'est notre valeur ajoutée. Small is great. Effectivement, small is beautiful, small is great. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester petit, mais il faut que dans l'esprit, on reste toujours petit, parce qu'effectivement, quand on grandit, on a tendance à se déconnecter de la réalité d'une part. D'autre part, on a tendance à peut-être devenir arrogant, ce qui est la dernière chose qu'on a envie d'avoir. Quand on est petit, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique dans l'entreprise. Il n'y a rien de pire dans une entreprise que la politique.
il n'y a pas de CYA. CYA, ça veut dire cover your ass, ça veut dire couvre ton cul, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles, donc par conséquent, s'ils sont 3 échelons plus haut, ils ne les sauront jamais et ça sera trop tard pour réagir. Il faut être flexible et travailler comme une équipe, et être petit, c'est ça. Et finalement, être petit, ça me rappelle aussi ça, c'est que finalement, si on se rappelle l'histoire, David s'est pas trop mal débrouillé, et la Suisse étant petite, peut-être que finalement, c'est un message d'espoir pour nous. Être hungry, ça veut dire effectivement avoir faim, mais ça veut aussi dire garder son humilité pour apprendre, tout en ayant de la passion pour gagner. Si on est trop humble, eh bien on va nulle part. Si on la passion, on peut faire. Mon grand-père me disait toujours, prie comme si tu étais capable de rien. Par contre, agis comme si tu étais capable de tout. Et ça m'est resté, parce que finalement, c'est une très bonne façon de voir la vie, et surtout ne jamais être arrogant. J'ai pris ça parce que vous vous en rappellerez, parce que vous n'avez aucune idée pourquoi j'ai mis ça dans ce contexte-là. Eh bien, vous saurez que la chouette, quand elle a mangé, elle est incapable de voler parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Donc, c'est seulement le soir qu'elle devient vraiment efficace. C'est quand elle a faim, parce que là, elle devient légère, elle est agile, elle peut aller chercher ses proies et les manger. Voilà, donc on en revient ici, du côté de Neuchâtel. Et c'est vrai que ça a été mentionné avant, l'importance de créer un écosystème, d'attirer. Je crois qu'on oublie que le paysage industriel va se réinventer et qu'on a besoin d'attirer, on a besoin des autres. Silicon Valley, qui n'est pas l'Amérique, je répète, eh bien, elle est faite de gens de tous les coins du monde, elle est faite d'industries différentes. Et effectivement, ce qui fait sa force, c'est d'arriver à attirer les meilleurs. Dans un environnement où l'innovation, ce n'est pas quelque chose qu'on gère, mais les gens innovent parce que finalement, les uns et les autres ont envie d'être les meilleurs. Ils se battent entre eux. Et je pense que la Suisse a la dimension suffisamment petite pour essayer de rêver de faire quelque chose de similaire, à sa méthode. Hein, on n'est pas là pour copier, mais à sa méthode. Et donc, je finirai en disant que ce qui, moi, m'a guidé souvent dans ma vie, c'est never ever give up, ne jamais abandonner. Je rajouterais qu'effectivement, comme Steve Jobs l'avait dit, stay hungry, j'en ai déjà parlé, mais stay foolish, parce qu'en fait, c'est important de garder son esprit de passion, sa vision, même si les autres n'y croient pas. Tant que vous y croyez, c'est important. Il y a un autre dicton que j'aime beaucoup, c'est try and fail, but never fail to try. Essayez, manquez, mais ne manquez jamais d'essayer. Et ça, je pense, c'est absolument essentiel. Et je voulais juste donner peut-être une société avec laquelle j'ai été en contact, qui était Schoeller. Vous ne connaissez sûrement pas, ils sont du côté de Saint-Gall, ils étaient à Schaffhouse au début. Eh bien, Schoeller, c'est une boîte qui faisait, vous avez sûrement tous entendu parler, faisait les laines de Schaffhouse. Et vous imaginez bien qu'il y a 20 ans en arrière, les laines de Schaffhouse ont commencé, les ventes ont commencé à tomber. C'est vrai que dans le monde actuel, on ne pouvait pas imaginer un grand futur pour ça. Eh bien, ces gens-là se sont totalement réinventés. Ils se sont lancés dans le textile de high-tech. Ils ont gagné 100 médailles aux Jeux de Sochi, c'est-à-dire qu'il y a eu 100 médailles qui ont été gagnées à Sochi aux Jeux Olympiques avec des combinaisons high-tech de Schoeller. Et nous, Logitech, on les a trouvés, ils produisent pour nous, pour le monde entier, nos booms, nos fameux produits. C'est bientôt Noël, c'est un cadeau super à offrir. C'est la musique parmi tout le monde, que vous avez pu voir dans la vidéo tout à l'heure. Eh bien, ce tissu qu'on met autour, il permet de laisser le son sortir et l'eau ne pas rentrer. Vous pouvez prendre ça avec vous dans votre douche, elle marchera toujours. Et c'est des gens qui sont basés ici, et donc qui ont inventé, qui se sont réinventés. Et je finirai en vous disant que non seulement je suis heureux d'avoir pu être ici de retour dans mon pays, mais effectivement, il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que if you can dream it, you can make it. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez y arriver. C'est de la vision, de la passion. Certaines personnes me disent, oui, mais si on n'a pas de vision ni de passion, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, joignez quelqu'un, joignez une compagnie qui a de la vision, de la passion, et puis partagez-la. Puis vous verrez le matin, quand vous vous levez, quand vous allez au travail, avec la passion au ventre, c'est beaucoup plus cool. Merci. Quiet inspiring, pour rester dans le ton. Je vous laisse quelques minutes entre les mains expertes d'Alain Janet. Vous dites la Silicon Valley ne vote pas Trump, mais est-ce que les États-Unis vont voter Trump? Ça j'espère pas, mais enfin, on ne sait jamais. Hein. Le malheur peut arriver, mais ça serait étonnant. Mais enfin, c'est vrai qu'on en a vu d'autres, hein, avec le Brexit. Je vais continuer de casser l'ambiance. People and culture. Les gens. Vous dites, l'important, c'est les gens. En même temps, les sociétés n'ont jamais été autant sous pression. Elles doivent s'adapter, faire des économies, délocaliser parfois, licencier. Voilà. Comment est-ce qu'on gère
cette contradiction? Je pense que... Voilà, avec le micro, ça sera mieux. Moi, ça m'a évidemment marqué parce que j'ai quand même licencié beaucoup de personnes dans le monde pendant beaucoup d'années. Je ne me suis jamais fait d'ennemis. Et mon expérience, c'est le plus tôt on réalise qu'on va devoir licencier, le plus tôt on anticipe et mieux on peut le faire. On peut le faire par rapport aux gens. Quand j'ai fermé 60 personnes en production en Suisse en 88, chacun d'entre eux a pu être relogé dans une autre entreprise. C'était la surchauffe, c'est vrai, c'était facile, mais on a pu prendre chacun. Et là, ça fait quand même beaucoup de bien. Quand on a dû licencier 170 personnes en Irlande, on l'a fait rapidement, on l'a fait avec les gens. Ils nous ont aidés, on a travaillé ensemble pour la reconversion. Alors, c'est toujours très difficile, mais on ne peut pas se protéger là contre. Donc, il faut le faire, il faut le faire. Généralement, les gens de l'entreprise savent avant vous, en tant que patron, que ça va mal se passer. Donc, je crois qu'on peut trouver une solution les uns avec les autres. Je crois que l'autre élément qui est important, c'est qu'aucune société ne peut avoir un contrat social, comme c'était le cas autrefois chez IBM, où on disait on vous engage à vie. Aujourd'hui, c'est tout simplement plus possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un autre cas de contrat social, c'est de continuer à former d'une formation continue de ses collaborateurs, de manière à ce que le jour où l'heure du glas sonne, eh bien, ces gens-là soient bien préparés pour retrouver un job parce que leur qualification professionnelle sera telle qu'ils passeront devant les autres candidats éventuels. Et ça, on peut le faire d'une manière continue, c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je vais être engagé dans Extension School MOOCs à l'EPFL, parce qu'effectivement, je pense que c'est très important de pouvoir maintenir un haut niveau et de le faire de manière extrêmement ouverte. Ceci dit, comme j'ai dit tout à l'heure, quand la valeur ajoutée n'existe plus, parce qu'un licenciement, ça veut dire qu'on n'est plus concurrentiel. Et ça, on peut l'anticiper, on peut faire des tendances. On n'aime pas le voir, hein. On se cache, on se dit demain sera meilleur. Malheureusement, demain n'est jamais meilleur. Et donc, par conséquent, c'est très, très important. D'un autre côté, je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux emplois. Vous prenez, alors je prends nouveau dans la technologie, parce qu'on a un monde de technologie, il ne faut quand même pas l'oublier. On aime ou on n'aime pas, mais c'est ça qui crée des jobs. En 2007, Facebook avait 450 personnes. Aujourd'hui, ils en ont 13 000 ou 14 000 ou 15 000. Donc, il y a des emplois qui se créent ailleurs. Et effectivement, c'est ces emplois-là qui doivent se développer, se créer. Mais il faut des conditions cadres aussi. Donc, par conséquent, il faut aussi que pour les startups, on puisse avoir des conditions fiscales qui soient bonnes. On faut une infrastructure. Il ne faut surtout pas qu'on nous ennuie avec Pointer. Ce genre, le gars qui à Berne a l'idée de Pointer, je crois qu'il faut qu'il ait un problème. Voilà, je m'arrête là. Oui, alors vous allez pouvoir poser quelques questions. Préparez-les. Je vous relance par une autre question. On ne peut pas être bon partout. Quels sont, au fond, les secteurs où un canton comme le canton de Neuchâtel et la Suisse en général peut être meilleur que les autres? Alors moi, j'avais peur tout à l'heure quand j'ai entendu M. Jean Nat, là, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est une collection. Il y a trop de choses. À la fin, on est plus bon en tout. Hein. C'est comme quand on dit on pourrait faire ci, ça, puis encore de l'intelligence artificielle. Si vous ouvrez le journal, l'intelligence artificielle, il y a Google, il y a IBM, il y a Microsoft, il y a Apple, etc. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les points forts. Et c'est vrai que, comme c'était relevé, c'est un canton industriel. Nous, on a beaucoup travaillé autrefois avec le CSEM. Le CSEM avait apporté des technologies horlogères très importantes pour nous parce que c'est du low power, des puissances basses, low voltage, qui nous ont permis de faire des produits qui, au lieu de durer 3 mois, duraient 3 ans, ce qui pour le consommateur nouveau est un plus. Et donc je pense que tout ce qui est nanotechnologie, microtechnologie, c'est là-dessus qu'il faut construire autour. Mais il faut peut-être aussi amener des sociétés de l'extérieur. Bon, je sais que Neuchâtel l'a fait, parfois ça a été bien avec Silicon Graphics, mais eux, malheureusement, ils n'ont pas réussi à anticiper. Il y en a d'autres dans les domaines biotechnologiques qui sont peut-être plus à une échelle de temps qui nous correspond à nous. Mais je pense qu'effectivement, il faut se concentrer sur des points bien précis et peut-être les meilleurs. Parce que si les gens de l'extérieur qui nous aident à redéfinir le paysage industriel viennent en Suisse, ils viennent pour une seule raison. Parce qu'aujourd'hui, la chose qui est la plus dure à trouver, c'est des gens qualifiés. Et quand je dis qualifié, ce n'est pas seulement des doctorants, ça va de l'apprentissage jusqu'aux doctorants. Donc c'est un écosystème et une base de collaborateurs qui existe et qui est sur place. Et ça, on ne la trouve pas dans le monde, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc pour attirer des gens, il faut effectivement avoir ce qui a été mentionné, je m'en réjouis et j'ai entendu, c'est des centres de formation dans toutes les compétences. Et de la formation continue, vous parliez de l'Extension School de l'EPFL. Vous avez donc, comme mécène, soutenu ce programme de formation en ligne. 250 francs par mois, c'est pas beaucoup, pour mettre les gens à niveau, pour qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle le big data, le web. Mais aussi des gens qui n'avaient pas forcément un diplôme. Voilà, justement. C'est très intéressant. Des questions. Est-ce qu'il y a des questions? On voit rien, on voit absolument rien. On vous voit, ouais, mais... Voilà, est-ce qu'il y a des questions qui se lancent? La bonne nouvelle, s'il n'y a pas de questions, j'aurais fini avant le temps imparti, donc ça c'est bien. Un micro arrive vers vous. Un micro arrive vers vous dans 1 seconde. Alors bonsoir. Ça m'intéresserait de savoir
sur les 35 ans de vie que vous avez eu dans le JTech, quelle est la phase de croissance qui a été la plus difficile à gérer? À quelle période, dans le fond, vous avez vécu, disons, les choses les plus difficiles? La décroissance est toujours dure à gérer. J'allais dire, la période de croissance la plus difficile, c'était la décroissance, ouais, effectivement. Ce que je veux dire par là, c'est que on a eu la... Ouais, non, quand même, en 88, quand on a été public en 88 avec 62 millions de francs suisses de revenus, et on a atteint la crise en 93 avec 400 millions. Et on a très bien pu gérer cette chose-là. Le seul problème, c'est que le jour où les prix ont été divisés par 2 du jour au lendemain, ça a été très difficile. Et là, on a fortement souffert. Je crois qu'on a eu de la chance aussi. Et ça a été aussi le cas qu'avait fait Larry Page. Ils sont évidemment dans une autre classe avec Google que nous, mais ça a été de pouvoir prendre des gens seniors autour de nous assez rapidement, qui savaient gérer une partie de la croissance que nous n'avions pas. Et puis c'est vrai que finalement, j'étais pas seul, hein, on était 3 et il y avait même plus d'autres personnes, où chacun a pris dans son niveau de compétence qu'il fallait faire pour y arriver et soutenir. Mais vous avez raison, la croissance n'est jamais une chose facile, mais on a eu de la chance de le faire dans une période où les marges étaient très élevées, donc les erreurs étaient pardonnées. Non, mais il faut quand même rappeler que vous avez failli disparaître 2 fois. 2 fois. Ah non, c'est sympa de me le rappeler, je suis très heureux. J'essayais d'oublier. C'est vrai qu'on a failli partir en 93, 94, et là, c'était pas de notre faute, c'était vraiment le marché qui... Du jour au lendemain, quoi, les gens nous ont dit on aimerait avoir une usine en Europe, on veut faire du Made in Europe, c'était pour Apple, pour IBM Écosse, etc. Et puis du jour au lendemain, quand les Taïwanais sont venus, les prix ont été divisés par 2, ce qui n'est pas forcément facile de survivre. Donc là, on a failli passer, c'est vrai. Et puis surtout que les banques, là, avant ça, c'était le tapis rouge parce qu'on grandissait vite, puis après, c'est le tapis noir. Et qu'est-ce qu'il était noir? J'en dirai pas plus. Et puis ensuite, c'est vrai que quand on a engagé cet autre CEO qui a mal compris notre culture, on s'est fait prendre par Lehman Brothers qui a complètement brouillé les cartes. C'est un train qui s'arrête d'un instant à l'autre parce que les inventaires dans les canaux à 12 semaines et tout d'un coup les marchands à l'extérieur vous disent tiens, on va prendre plus que 5 semaines. Donc c'est un choc assez brutal. Et en même temps, il y a eu tous ces changements, transition technologique, des iPhones, des tablettes, etc., qui a fait que le business du PC, qui n'est de loin pas mort, a totalement changé. Et les gens qui étaient sur Internet, eh bien, avant, ils consommaient sur leur PC, puis après, ils consommaient sur une tablette pour laquelle on n'était pas du tout prêt, et on s'est laissé prendre, nous aussi. Donc, tout ce que je dis, je l'applique à moi-même, je l'ai vécu. Donc, c'est très facile de pointer du doigt vers les autres, mais nous, on a fait nos erreurs aussi, et on a appris. Une dernière question, madame. Attendez, je vais vous aider à faire. Je vais aider le micro à arriver jusqu'à vous. Hop. Même si c'est extrêmement compliqué. Alors, comment est-ce que je vais faire ça, mon Dieu? Est-ce que vous m'aidez? Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit que donc, le point culminant, c'était la Silicon Valley. C'est là où tout a commencé. Pour moi, oui. Oui, pour vous. Et j'ai fait des recherches sur les startups en Suisse. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les entrepreneurs suisses de décoller sans passer d'abord par la Silicon Valley. Alors, je voulais savoir votre impression par rapport au financement des startups en Suisse, les fonds de Alors moi, je capital, pense sincèrement il me semble, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas levé de l'argent, donc je ne peux pas le dire, mais qu'il y a quand même pas mal de venture capitalistes en Suisse, il y a quand même pas mal d'argent en Suisse. Souvent, ce qui manque, c'est plus les idées que l'argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à Silicon Valley, c'est vrai que c'est un écosystème qui est tel que quand vous êtes immergé dans cet écosystème, tout change et est différent. Moi, j'ai toujours dit que pour nous, un ingénieur, un très bon ingénieur, c'est quelqu'un qui a peut-être fait les THZ à Zurich ou le Poly à Lausanne et qu'on envoie 5 ans aux États-Unis. Parce qu'avant ça, il y a les montagnes qui vous empêchent de voir la mer, alors que quand vous allez là-bas, vous voyez les clients, vous voyez le marché. Et donc, les compétences suisses sont très bonnes d'un point de vue ingénierie, mais du point de vue développement et marché, là-bas, c'est quelque chose qui est quand même très différent et c'est un écosystème qui est, à mon avis, absolument unique. Maintenant, en Suisse, il y a des belles choses qui se font aussi, mais même, il y a une société que j'ai connue récemment qui s'appelle MindMaze, qui est dans la biotechnologie, dans la réalité virtuelle aussi. Eh bien, eux, d'emblée, ils ont leur bureau à Lausanne, où ils ont 40 personnes, ils en ont 25 à San Francisco. Donc, ce qui veut dire que ça se perpétue aussi dans d'autres domaines que la biotechnologie. Merci Daniel Borel. On vous retrouve pour la table ronde en fin de soirée. Merci beaucoup.